Bonjour, merci d'être avec nous. C'est un sujet qui fâche, mais c'est surtout un sujet qui mobilise les consciences. On a le droit de manger des animaux et les éleveurs sont tout à fait respectables. Mais les conditions dans lesquelles on les élève parfois et les conditions dans lesquelles on les tue presque toujours sont indignes, scandaleuses. L'abattoir à la chaîne, qui est la condition dans laquelle la très grande majorité des animaux d'élevage sont tués aujourd'hui, en France et ailleurs, c'est un double enfer. C'est un enfer pour les animaux et c'est un enfer pour les hommes et les femmes qui y travaillent. Avec nous, pendant cette heure, pour en témoigner, nous avons Audrey Garrick, qui est journaliste au Monde et qui a fait un reportage formidable dans un abattoir. Brigitte Gauthier, qui est membre de l'association L214, qui se bat pour améliorer les conditions d'élevage, voire aller plus loin. Et nous allons commencer avec Stéphane Dinard. Stéphane Dinard est éleveur de vaches et de cochons en Dordogne, à côté de Montpont. Et depuis plus de 10 ans, il a choisi de faire abattre et découper ses bêtes à la ferme par un boucher professionnel, ce qui est totalement illégal. Beaucoup d'autres le font, mais lui a choisi de le dire et de braver la loi. Il est allé à l'Assemblée nationale pour témoigner à la commission d'enquête sur les conditions d'abattage qui a été créée récemment. Et en 2015, il a créé un collectif qui s'appelle Mener l'abattoir à la ferme. Quand l'abattoir vient à la ferme, merci Stéphane, pour promouvoir une autre façon d'abattre les animaux que nous mangeons. Je vais donc lui laisser la parole en lui demandant d'abord, Stéphane, comment êtes-vous arrivé à rentrer dans cet engagement qui vous prend de plus en plus de temps et d'énergie? Bonjour à tous. En fait, j'ai commencé mon activité en 2005 et comme tout le monde, enfin tous les éleveurs, la première année, donc j'ai amené mes animaux à un abattoir qui était proche de chez moi. Et ce qui m'a tout de suite posé problème, c'était le chargement des animaux en bétaillère, le trajet et par la suite après l'attente et la mise à mort en abattoir. Donc c'était des petits volumes d'animaux les premières années, donc en fin de compte il m'a fallu 2 ans pour arriver à la conclusion qu'il fallait que je trouve une autre alternative, et cette alternative c'était les abattre sur leur lieu de vie, de manière à leur éviter tout stress. Je pars du principe que le stress est préjudiciable à la qualité de la viande, et aussi par respect pour l'animal, même si il s'agit de leur mise à mort, il me paraissait important que ça se passe dans les meilleures conditions possibles au niveau de l'animal. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivé à pratiquer en m'entourant de personnes compétentes pour le faire, parce que ça aussi pour moi c'était très important, c'est de trouver les gens en capacité de le réaliser de manière à ce que ça se passe dans les meilleures conditions possibles pour l'animal. Donc après ce qui s'est passé, c'est que je me suis quand même vite rendu compte que j'étais hors la loi en le pratiquant. Et j'ai entendu parler des travaux de Jocelyne Porcher, c'est de là que j'ai rencontré Jocelyne Porcher et de là qu'on a décidé de monter le collectif Quand l'abattoir vient à la ferme. Et en fin de compte, depuis que ce collectif a été créé, on s'est aperçu en rencontrant sur différents départements que j'étais loin d'être un cas isolé et qu'il fallait qu'on trouve vraiment la solution pour faire évoluer la législation de manière à ce que les éleveurs qui le souhaitent puissent avoir la possibilité d'abattre leurs animaux sur leur lieu de vie dans les meilleures conditions possibles. Voilà où on en est aujourd'hui dans nos démarches. C'est compliqué parce qu'à l'heure actuelle, on nous renvoie toujours d'un bureau à un autre, pour faire simple. Et ça fait maintenant plus de 2 ans que le collectif a été créé. Et même si on avance sur la faisabilité du projet, rien n'est encore fait, quoi. On dépend toujours d'une décision de la DSV, des préfectures, même s'il y a des cas par cas où des dérogations sont données. La DSV, c'est la Direction départementale sanitaire et vétérinaire. C'est ça, qui est présente dans chaque département et qui... moi, par exemple, ce qui m'était le plus reproché, en fait, c'est le côté sanitaire du fait qu'il n'y ait pas de vétérinaire pour valider le fait qu'une fois l'animal mis à mort, qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la viande, quoi. Alors justement, concrètement, expliquez-nous comment ça se passe d'abord. Est-ce que vous avez trouvé... Est-ce que ça a été difficile de trouver quelqu'un? Ce n'est pas vous qui tuez vos animaux vous-même, donc c'est un boucher professionnel. Ça a été tueur. Un tueur professionnel. Le boucher, c'est plus la personne qui fait la découpe. Qui fait la découpe, d'accord.
Ça a été difficile à trouver. C'est toujours le même. Il travaille pour d'autres éleveurs. Quel univers finalement parallèle vous avez découvert quand vous avez commencé à prendre cette décision? Depuis que j'ai commencé, mis en place ce choix-là, j'ai travaillé avec 4 personnes différentes. Et en fin de compte, c'est toujours un peu compliqué à organiser dans le sens où, à une époque, c'était un petit peu plus simple dans le sens où j'avais des personnes assez proches de chez moi, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est compliqué à organiser parce que c'est lié aussi à la vente du produit derrière, parce qu'à partir du moment qu'on ne passe pas par un abattoir, il n'est pas autorisé de pouvoir vendre la viande, quoi. Du moins, vous ne pouvez pas aller voir un restaurateur, vous ne pouvez pas aller sur un marché, vous ne pouvez pas aller voir un boucher. Et pour ce qui est de la validité de ce que je parlais auparavant du vétérinaire, les vétérinaires lambda, on va dire, qui habitent autour de chez nous, n'ont plus l'accréditation pour valider une carcasse ou de faire l'examen post-mortem ou ante-mortem. Donc c'est pour ça que je me suis entouré aussi de personnes compétentes, dans le sens où des gens qui travaillaient en abattoir, qui faisaient ce métier-là, et qui ont quand même une compétence pour voir s'il y a un problème sur l'animal ou pas, quoi, même sur la carcasse. Après, demander à un vétérinaire, en aucun cas il prendra le risque vu qu'on ne lui autorise pas de le faire. Donc voilà, c'est ce problème. Et après, il a fallu trouver les personnes intéressées par la démarche et qui ont confiance et qui comprennent notre motivation pour écouler la production. Mais c'est toujours compliqué à organiser à partir du moment où moi je décide que j'ai un animal qui est bon pour être abattu, que la personne puisse être disponible, que les personnes derrière puissent venir chercher la viande. Enfin, il y a tout un délai. C'est-à-dire que ça vous oblige à mettre un circuit de distribution complètement parallèle, plus Oui. ou moins pas illégal, mais enfin en tout cas qui ne rentre pas dans les circuits traditionnels. Oui. C'est légal, c'est ce qu'a dit la DSV. Ouais. Après, il m'a fallu aussi m'équiper. À partir du moment où j'ai fait ces choix-là, il a fallu que je fasse réaliser une pièce d'abattage, un lieu où on puisse le faire dans de bonnes conditions. Et aussi après pour la découpe et pour garder les carcasses, c'est-à-dire un labo de transformation avec chambre froide, tout ce qui est nécessaire pour que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles. Donc pendant donc ça fait déjà une dizaine d'années à peu près que vous êtes éleveur d'ailleurs, car vous avez en fait vous n'êtes pas éleveur depuis votre naissance. Depuis 2005. Et vous avez donc très vite décidé de faire abattre vos animaux de cette manière-là. Donc ça fait une dizaine d'années. Vous avez progressivement rencontré d'autres éleveurs ou compris que d'autres éleveurs faisaient la même chose. Mais en fait, sans le dire. Au tout début, je pensais que j'étais quand même assez isolé. Et en fin de compte, après, en allant dans des réunions organisées où je rencontrais d'autres éleveurs qui me disaient qu'eux aussi le pratiquaient, quoi. Donc certains le pratiquent au quotidien, d'autres occasionnellement. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles ils le font d'après vous ? En fait, la problématique, c'est de voir partir les animaux de leur lieu de vie. On sait qu'un animal, en bout de 10 secondes, dès qu'il est en contention, ces 10 secondes suffisent pour déclencher le stress. Et la seule solution à un animal pour évacuer le stress, c'est la fuite ou le combat, quoi. Donc comme il ne peut plus faire ni l'un ni l'autre, donc ce stress reste sur l'animal jusqu'à sa mise en mort. Donc il reste par la suite dans ce qu'on appelle la carcasse, donc c'est préjudiciable pour la qualité de la viande. Des études ont été réalisées, je crois que c'est les Autrichiens qui l'ont fait, qui démontraient qu'un animal stressé perdait entre 5 et 10% de sa masse. Donc on voit bien qu'il y a une incidence quand même sur l'animal, donc forcément sur la viande après. Et donc un jour, vous décidez que vous allez le dire. Ça va devenir public. Votre action, votre pratique va devenir publique. Après avoir rencontré Jocelyne Porcher, ça. Comment ça se passe ? Racontez-nous. Eh bien, j'ai entendu parler des travaux de Jocelyne Porcher qui parlait de l'abattage à la ferme. Et donc je m'y suis intéressé, j'ai pris contact avec elle et de fil en aiguille, on a créé le collectif. Ma première rencontre avec Jocelyne, ça a été un colloque qu'elle avait organisé à Strasbourg en 2013, où j'ai exprimé pour la première fois les choix que je faisais devant un public. Et c'est comme ça que ça a commencé, qu'on a décidé qu'il fallait qu'on mette en place une association, qu'il fallait aller à la rencontre des éleveurs qui étaient dans la même démarche, parce qu'on part du principe, enfin moi le premier, que c'est les éleveurs qui doivent, avec le consommateur qui le souhaite, je pense que c'est ce qui fera la différence au niveau de la législation, quoi. On ne peut pas que compter sur les bons vouloirs de l'administration, quoi. Jocelyne Porcher, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une chercheuse sociologue à l'INRA qui a d'abord été éleveuse dans une porcherie en Bretagne, qui a donc découvert violemment dans son corps
la condition de travail qu'on offre aux gens qui travaillent dans les porcheries. Ce n'est pas un abattoir. Et elle a décidé de changer de métier et de se consacrer à l'étude de ces conditions extrêmement difficiles qu'on offrait aux éleveurs eux-mêmes dans ces porcheries industrielles qui sont gigantesques. Et progressivement, elle est devenue une spécialiste finalement de ce qu'on peut appeler le travail avec les bêtes, c'est-à-dire qu'elle ne considère pas du tout qu'il faut supprimer l'élevage, elle considère qu'il faut améliorer les conditions d'élevage et donc d'abattage, et qu'il faut retrouver ce qu'on a fait pendant des siècles, voire des millénaires, c'est-à-dire travailler avec les bêtes, bien sûr, en les tuant à la fin pour les manger, mais en les respectant, en leur donnant des conditions de vie dignes et en travaillant avec elles. Donc, effectivement, Jocelyne et Stéphane ont donc décidé un jour, je crois, en 2015, c'est ça, de créer ce collectif quand l'abattoir vient à la ferme. Donc vous nous dites que c'est très difficile pour l'instant de vous faire entendre auprès des autorités publiques. Quel est finalement l'objectif de ce collectif? Qu'est-ce que vous demandez précisément? En fait, ce qu'on demande, c'est, voilà, comme le résume le titre du collectif, c'est que ce soit l'abattoir qui vienne sur place, sur le lieu de vie de l'animal. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est des camions abattoirs. Camions abattoirs. Voilà. Donc c'est vraiment l'étape finale que l'on souhaite. Maintenant, on est conscient que c'est pas simple à mettre en place, et on voudrait s'inspirer aussi de ce qui se fait en Allemagne. L'Allemagne a gardé encore énormément d'abattoirs de ce qu'on appelle de proximité, de petites unités, ce qui leur permet d'avoir des remorques d'abattage qui servent uniquement à la mise à mort de l'animal sur leur lieu de vie. Et ensuite, on a un délai imparti de moins d'1 heure pour amener l'animal mort à l'abattoir où la carcasse est traitée. Donc nous, ce qu'on dit aux abattoirs, c'est qu'on souhaiterait qu'ils repensent leur fonctionnement, c'est-à-dire que l'abattoir modifie sa façon de faire, c'est-à-dire que l'animal arrive mort à l'abattoir et que l'abattoir, lui, se réorganise en salle de découpe, parce qu'on a besoin d'eux pour stocker les carcasses, on a besoin d'eux parce que c'est leur métier aussi pour retraiter les déchets, les eaux usées, et tout ce qui concerne le travail du cuir et des peaux, quoi. Donc nous, on ne demande pas nous, on veut que ces petits abattoirs continuent à exister, mais qu'ils repensent autrement leur fonctionnement, quoi. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est au fond, vous prenez une forme de circuit court. Oui. C'est qu'un des facteurs de stress absolument énorme pour les animaux, c'est pas tant, bien sûr, c'est le moment de l'abattage lui-même, les couloirs dans lesquels ils vont arriver avant d'être mis à mort, mais c'est le transport. Le transport des animaux de la ferme à des abattoirs qui sont, je ne connais pas bien les distances, qui sont peut-être pas énormes, mais je me souviens avoir lu qu'ils peuvent pendant 24 heures, voire plus, être privés d'eau, privés de nourriture, dans des conditions effectivement totalement inhabituelles pour elles et violentes, et que c'est là que le stress finalement est maximal. Donc la solution que vous prenez, elle supprime pour l'essentiel cette question du transport. Absolument. C'est, comme je disais tout à l'heure, il suffit de 10 secondes pour déclencher le stress sur un animal. Donc, ça s'accumule. Ensuite, ça s'accumule. Et comme on dit qu'il y a un délai d'attente, une fois que l'animal arrive à l'abattoir, il passe, je crois que c'est 24 heures avant d'être abattu. En aucun cas, cela ne permet l'animal de déstresser. Ça n'existe pas, ça. Vu qu'il sait très bien où il comprend ce qui va lui arriver, il entend, il sent ce qui se passe autour de lui. Donc c'est certainement pas dans ces conditions-là qu'il peut éliminer son stress, quoi. Donc vraiment, la solution alternative, c'est celle-ci, quoi. C'est abattu sur son lieu de vie. Alors, depuis que ce collectif existe, vous n'avez pas obtenu gain de cause auprès du ministère de l'Agriculture, mais vous avez probablement vous avez eu des adhérents, vous avez eu des sympathisants. Qu'est-ce que ça agrège comme type de gens? Des éleveurs, bien sûr, mais est-ce qu'il y a aussi des consommateurs? Est-ce qu'il y a d'autres consommateurs? Par qui êtes-vous soutenu finalement dans cette démarche? Alors, le collectif, il regroupe la Confédération paysanne, il regroupe la Fédération des travailleurs de la terre et de l'environnement, qui est le syndicat de paysans de la CNT. Il y a Nature et Progrès, qui est un label bio. Il y a Déméter, un label biodynamie. Il y a Zone Verte, c'est un GA de vétérinaires homéopathes. Il y a aussi des journalistes, des gens comme monsieur et madame tout le monde, on va dire, des consommateurs. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus de 600 personnes de représentées et aussi une bonne partie, pas loin de 300 éleveurs. Surtout dans la région, dans toute la France? Non, c'est national. D'accord. Il y a des équivalents dans d'autres pays européens? Oui. Vous avez parlé de l'Allemagne tout à l'heure. Alors, oui, l'Autriche aussi, mais qui le pratiquait. Mais après, quand ils sont entrés dans la communauté européenne, on leur a dit que ça n'allait plus être possible.
Maintenant, on a récemment là, le modèle suédois qui le pratique. Et il est en essai en France à l'heure actuelle. Il y a une dérogation qui a été donnée pour que ce modèle-là puisse faire un essai avec ce type de fonctionnement, quoi. Donc c'est une grosse structure, le modèle suédois. Hein. C'est un camion qui peut faire 50 bovins à la journée. C'est vraiment un abattoir roulant, quoi. Donc après, il y a le modèle autrichien qui a un autre type de... Et puis comme avec un coût quand même. Mais bon, le coût d'un abattoir aussi est assez conséquent quand on veut mettre un abattoir en place. Donc ça reste quand même des coûts inférieurs par rapport à une grosse unité fixe. Mais bon, en même temps, le modèle suédois, je crois que c'est pas loin de 3 millions d'euros, quoi. Mais après, voilà, c'est un prototype. Donc, la structure elle-même. Le coût de la structure. Après, il faut la faire fonctionner. Après, il y a le modèle autrichien, ce qu'on appelle le modèle Schwager, qui est pareil, qui est issu, c'est un modèle qui a été inventé par un ancien éleveur, qui est plus petit, qui est quelque chose entre 250 000 et 300 000 euros. Et après, on tombe sur les remorques d'abattage qui, elles, coûtent entre 10 et 20 000 euros, je pense. Et vous dites que le modèle suédois, vous avez obtenu une autorisation pour l'expérimenter, c'est ça? Voilà, ça se passe en Côte d'Or. Oui. Il est en expérimentation. Donc il y a quand même un début, il y a quelque chose qui bouge. Non, mais il y a des débuts, parce qu'en fin de compte, on s'est aperçu quand on a commencé un peu nos démarches que c'est de l'abattage, on l'a mis en place par exemple pour l'Aïd, sur certaines communes où il y avait une forte population musulmane, pour que ça puisse se passer dans de meilleures conditions, on va dire, que ce soit plus des abattages clandestins un peu partout. Et on a regroupé l'unité d'abattage sur un lieu. Voilà, donc en fait... il y a des solutions alternatives et même en fait on a entendu dire et on s'est renseigné depuis, vu que c'est la DSV locale, la préfecture qui valide ou pas la possibilité de le faire, on a des exemples où ils ont donné des agréments, des dérogations en fait pour qu'on puisse le faire. Après moi dans mon cas personnel, moi je ne cherche pas spécialement une dérogation pour moi, je voudrais que la loi évolue vraiment de manière à ce que ceux qui souhaitent en même temps je ne veux pas l'imposer, mais ceux qui souhaitent avoir la possibilité pour leurs animaux qui soient battus sur leur lieu de vie, que les outils soient mis à disposition, que les outils existent. Audrey, je voudrais te faire réagir à tout ce que vient de dire Stéphane, mais avant cela, je vais te présenter. Audrey Garrick est journaliste au Monde, elle est au service Planète, et elle a publié en juin 2016 un reportage, entre autres, elle a fait beaucoup d'autres choses, mais elle a publié en juin 2016 un reportage qui s'appelait « Les seigneurs des abattoirs », avec un A à seigneur. C'était un excellent reportage qui lui a valu le prix de la Fondation Varenne. Alors elle nous en parlera tout à l'heure, mais je voulais savoir tout de suite, Audrey, comment tu réagis à tout ce que vient de dire Stéphane? Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Effectivement, je trouve que c'est une bonne chose que ce soit expérimenté. Tout ça, c'était la commission d'enquête parlementaire qui a été mise en place du coup à la suite de toutes les vidéos de L214, qui a envisagé à la fois l'abattoir mobile et à la fois l'abattage à la ferme. Et donc, je me dis effectivement que s'il y a des éleveurs qui veulent tenir compte davantage du bien-être animal, prendre en compte le bien-être de leurs animaux, que c'est qu'il faut qu'on aille vers ça, que ce soit expérimenté. Après, les questions qui se posent malgré tout, c'est comment on peut le généraliser vu la consommation de viande actuellement en France, qui est extrêmement élevée. Comment on peut arriver à tuer ces 3 millions d'animaux tous les jours en France, si à chaque fois c'est des petits abattoirs mobiles avec, vous disiez 60 bovins. Est-ce que là, je pense qu'il y aura quand même une contradiction à un moment donné, malgré tout, entre ces efforts qui sont faits pour le bien-être des animaux et nous, cette consommation qu'on a qui est de plus en plus importante et qu'on veut toujours à des prix plus bas. Donc là, pour moi, il y a une contradiction. Oui, complètement. Mais moi, personnellement, je suis opposé à l'élevage industriel. C'est l'élevage industriel qui a généré la problématique des abattoirs par la suite, quoi. Parce qu'en fait, on a supprimé les petits outils, on a construit après des grosses unités pour répondre justement à ce que vous venez de dire, à l'industrie de l'élevage. Donc c'est deux choses vraiment que je mets en opposition. Donc de toute façon, l'industrie de l'élevage n'est pas intéressée du tout par ce que l'on propose. C'est vraiment, nous ce qu'on propose là, c'est pour les petites unités, c'est pour les petits élevages. Et on propose, c'est notre façon de travailler avec les animaux. On n'est pas du tout dans le même registre, quoi. Et en aucun cas, ça serait réalisable comme vous dites, je crois que le plus gros abattoir en France qui abat des porcs, il en fait 10 000 par jour. Donc je ne vois pas bien comment on pourrait faire autrement que de faire tel que ça se pratique aujourd'hui. Donc la solution, c'est qu'en fin de compte, c'est que cette industrialisation de l'élevage disparaisse, ça serait la meilleure des choses,
que l'on consomme moins de viande, ça aussi on est entièrement d'accord là-dessus, mais qu'on consomme un produit de qualité, quoi, et respectueux de l'animal jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à sa mise à mort. Et même après, on le consomme jusqu'au bout, quoi, on ne gaspille pas. Donc il vaut mieux en manger moins, mais le manger moins souvent, mais correctement et de qualité. Audrey, tu travailles donc à Planète où tu fais énormément de sujets de toutes sortes sur la disparition des espèces, sur le réchauffement climatique, sur que sais-je encore. Tu fais quand même beaucoup d'articles maintenant sur la problématique des abattoirs. Comment tu es venue à être sensibilisée à cette question ? Mais ça a commencé vraiment avec L214. En fait, j'ai vu toutes ces vidéos qui étaient publiées sur... il y a eu les abattoirs, mais même avant, les élevages de poules pondeuses, les élevages de lapins en cage, tous ces sujets-là, en fait, où ça m'a... je pense que c'est un peu comme sans doute beaucoup de gens qui ont regardé les vidéos, ça m'a assez marqué, choqué. Et ça m'a intéressé de voir un peu pourquoi le système était comme ça, en fait, pourquoi il y avait une telle exploitation animale et d'essayer de comprendre derrière, en fait, la production, la consommation. Et après, je me suis particulièrement intéressée aux abattoirs, puisque il y a eu de plus en plus de révélations qui ont été faites sur leur fonctionnement, et sur des cas de maltraitance, et surtout à chaque fois c'est des non-respects de la réglementation. C'est pas la question seulement de savoir si on est pour ou contre la consommation de viande, c'est juste qu'il y a quand même des règles, une réglementation européenne, des règles françaises qui sont pour certains, comme pour Brigitte, pas suffisantes, mais en l'occurrence qui n'étaient pas respectées. Donc moi ça m'intéressait de voir un peu qu'est-ce qui avait dysfonctionné, à quel moment, et de couvrir du coup ces cas de maltraitance. Donc tu rentres dans cette problématique de plus en plus, et puis un jour tu décides de faire un reportage dans un abattoir. Tu vas nous dire lequel. C'est celui dont parlait Stéphane, en fait, du coup. Donc en fait là c'était donc une toute autre chose, c'était de mettre de côté la souffrance animale, puisque j'avais fait beaucoup d'articles déjà sur ce sujet, et m'intéresser à la souffrance des humains. De comprendre en fait qui sont les ouvriers des abattoirs, pourquoi ils travaillent dans ces établissements, comment ils en sont venus à être là, à quoi ils pensent quand ils font tous les jours ces gestes de donner la mort ou de découper de la viande, et aussi surtout comment ils prennent les vidéos de l'association, puisque même si elles ne sont pas contre eux spécifiquement individuellement, malgré tout ce sont des attaques de leurs établissements, de leur profession, dont leur métier et finalement presque de leur raison d'être. Donc je m'étais demandé qui ils étaient, et donc j'ai fait un reportage dans l'abattoir dont vous parliez. Donc c'est la Cauperle, en fait, qui est à Lamballe dans les Côtes d'Armor. C'est le plus gros abattoir porcin de France, et donc comme vous disiez, en fait ils tuent 50 000 cochons par semaine. En fait ça fait un toutes les 5 secondes, c'est juste gigantesque. C'est un rythme effrénant, et donc je voulais voir comment ils travaillent à l'intérieur. Donc j'ai essayé c'était pas évident déjà d'avoir une autorisation de visiter un abattoir, puisque c'est déjà c'est des endroits extrêmement fermés, extrêmement opaques. Ça fait des années que c'est comme ça, c'est vraiment depuis la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on a décidé de mettre les abattoirs à l'extérieur des villes pour deux raisons, pour des raisons sanitaires, pour qu'il n'y ait plus en fait les bouchers qui tuent la viande dans les rues, et qu'il y a des risques de propagation de maladies, et aussi un peu pour des raisons de mœurs. En fait, on se disait, quand il y a des sociologues qui se disaient que le fait de voir la violence de l'humain qui tue l'animal, ça pouvait aussi inciter des humains à être violents entre eux. Donc on les a mis à l'extérieur des villes, on les a fermés, c'est devenu des endroits de plus en plus opaques. Et c'est vrai qu'avec les vidéos de L214, c'est encore plus difficile aujourd'hui de rentrer dedans. Tout le monde est très méfiant, en fait. Donc j'ai eu quand même la chance, malgré tout, d'avoir la Cauperle qui accepte de me faire rentrer. Et ils l'ont fait parce qu'ils ont su que c'était pas un article sur la souffrance animale, mais un article sur la souffrance des hommes. Donc là, c'est à ce moment-là qu'ils ont dit oui pour la visite. Je crois que tu avais été sensibilisée par un livre, notamment, oui, qui s'appelle « À l'abattoir », de Stéphane Geoffroy. Oui, Stéphane Geoffroy, qui est donc un ouvrier qui travaille, lui, dans un autre abattoir, pour le coup, qui s'appelle la SVA de Jean Rosé. C'est en Ille-et-Vilaine, et c'est un abattoir qui est spécialisé sur les bovins. Et lui, il a travaillé 25 ans, il y est encore dans cet abattoir-là. Il a fait tous les postes, et après, il a été ce qu'on appelle le tueur. C'est-à-dire que c'est lui qui met à mort les animaux.
Et il raconte dans ce livre, c'est vraiment un tout petit livre, mais très très fort, je ne sais pas si je vous incite à le lire, parce qu'il est extraordinaire. Il raconte la souffrance de tous les jours, la souffrance physique, les tâches répétitives, l'odeur inquiétante du sang, des peaux qu'il arrache, des chairs qui coupent, ce genre de choses, la cadence, les horaires décalés, le bruit, toutes ces souffrances-là, et après la souffrance aussi psychologique de donner la mort. Et tout ça, il le fait en disant qu'en plus, maintenant, il y a ce regard qu'on porte sur lui, sur son travail, qui est cette image un peu dégradée, dégradante de son travail, le fait lui, il a l'impression qu'on le considère comme des bourreaux, qu'on les considère comme des bourreaux, alors que finalement, pour lui, c'est complètement injuste, parce qu'il fait un travail qui est nécessaire pour tous les gens qui veulent manger de la viande, et que lui, il a juste l'impression d'être là, utile à tous, et qu'on le méprise et qu'on le foule du pied. Il y a un autre livre qui est sorti récemment qui s'appelle Le peuple des abattoirs d'Olivia Mokijewski, qui est une journaliste qui s'est fait embaucher dans un abattoir pour pouvoir vraiment témoigner au plus près. Elle dit deux choses que je retiens. C'est d'abord que sur 50 000 personnes qui travaillent en abattoir en France... Alors moi, j'avais mis 80 000, mais alors, après... en tout cas, elle parle de ces 50 000-là. Elles disent que la plupart, quand on leur demande ce qu'ils font, disent qu'ils travaillent en usine, ce qui va tout à fait dans le sens de ce que tu dis. Et elle dit cette phrase terrible qui est la phrase d'un homme travaillant dans un abattoir. Quand je rentre dans mon travail, je laisse mon cerveau au vestiaire, ce qui est absolument terrifiant. Toi, tu as ressenti ça avec les gens avec qui tu as parlé pendant ton reportage. Oui. Cette espèce de façon, de cette obligation d'arrêter de penser pour pouvoir faire ce métier. Mais par rapport à ce qu'elle dit là sur la personne qui dit pas ce qu'elle fait, ça a été le cas sur une personne que j'ai rencontrée qui est donc un tueur, la personne qui met à mort les animaux. Alors c'est pas l'essentiel malgré tout des ouvriers des abattoirs. Là à la Cauperle, il y a 2000 ouvriers et il y en a qu'une dizaine en fait qui donnent vraiment la mort à l'animal. Mais donc c'est les postes les plus difficiles. C'est pas tous qui peuvent le faire et même entre eux ils se disent que ceux qui le font ont du courage. Et bref, cet homme-là, lui, il ment en fait à sa femme et à sa famille. Il leur dit pas du tout ce qu'il fait. Il dit effectivement qu'il est à l'abattoir, mais pas sur quel poste. Et surtout, il leur dit pas qu'il met à mort les animaux. Et tous les autres, effectivement, essayaient de... Je leur demandais à quoi ils pensaient quand ils travaillaient. Et donc, ils disaient qu'ils pensaient à leurs enfants, à leur famille, à ce qu'ils allaient faire comme travaux plus tard. Ils essayaient de se libérer, penser à autre chose. Et il y avait aussi toute une façon de se protéger. En fait, pour certains, c'était le fait d'imaginer que ce qu'ils avaient devant eux, c'était non pas un animal mort, mais une chose. Il y a quelqu'un qui disait qu'il voyait une tête de vache qui était en train d'écorcher et qui imaginait que c'était une boîte pour penser à complètement autre chose. Et ou d'autres personnes, notamment plus sur les tueurs, sur les halls d'abattage, là qui imaginent un combat. Un corps à corps, et c'est Stéphane Geoffroy le raconte aussi dans son livre, parce que pour lui c'est plus facile, plutôt que de penser que c'est un animal, que c'est un être innocent, ce qui est le cas pour le coup, qui a rien demandé, il imagine plutôt que c'est un ennemi, et ça lui permet en fait de légitimer, de justifier le fait qu'il y ait ce qu'on lui demande de faire, ce qui est son travail. Et il y a d'ailleurs tout le vocabulaire qui est intéressant de voir de l'abattage, puisque lui c'est un tueur, le hall d'abattage dans lequel il travaille c'est une arène, le fusil d'abattage par exemple pour les bovins qu'il utilise, ils appellent ça un matador, et donc il y a tout ce vocabulaire là qui va dans ce sens là. Stéphane, vous voulez réagir à tout ce que vient de nous dire Audrey? Moi en fait quand j'ai fait le choix que les animaux seraient abattus sur leur lieu de vie, donc j'ai fait appel à des personnes compétentes, et la personne avec qui je travaille le plus est une personne qui a travaillé par le passé en abattoir, mais qui n'est pas restée très longtemps parce qu'il ne supportait pas la manière dont ça se passait, quoi, en fait. Les cadences qu'on imposait, c'est ça qui posait problème, les rythmes, donc il n'y a plus d'humanité dans tout ça, quoi. Donc lui, il a préféré faire un autre métier et garder en parallèle cette activité-là. Après, j'avais vu un documentaire, il y a quelques temps, qui s'appelle « Entrée du personnel », que je trouve qui explique vraiment très bien les conditions et ce que peuvent ressentir les personnes. Et en ayant vu ce documentaire il y a déjà quelques années, mais bon, j'avais déjà comme cet avis-là auparavant, moi je blâme pas du tout les gens qui travaillent, je porte pas de jugement sur leur activité telle qu'on leur impose de la faire, quoi, en fait. Et après, je pense en aucun cas, c'est en mettant des caméras qu'on pouvait résoudre d'une quelconque façon la problématique aux abattoirs. Parce qu'à l'heure actuelle, tout ce qui est ressorti de la commission, c'est uniquement ça, quoi, mettre des caméras. On va y venir. D'accord.
Donc voilà, c'est un métier qui est pas facile, mais surtout dans les conditions qu'on impose qui se passent à l'heure actuelle, quoi. Parce que c'est pas du tout le même travail quand on le fait dans un abattoir, comme l'expliquait la personne qui vient chez moi, et quand il le réalise par exemple chez moi, quoi. On n'est pas du tout dans le même contexte. Moi, l'animal, il n'est pas du tout mis en contention, on l'abat sur place avec une carabine, quoi. Donc pour les humains aussi, la souffrance n'est évidemment pas la même. Du tout, non. Parce que la souffrance... Tu voulais ajouter quelque chose, Oui, Audrey ? juste par rapport à ce que vous disiez, effectivement, à la Coperle, par exemple, il y a un turnover énorme. Les gens, ils tiennent pas. En fait, la plupart, les 3/4, ils partent au bout de 2 semaines. C'est trop dur pour eux. Et après, ceux qui restent très longtemps, là, pour le coup, beaucoup plus longtemps que ce qu'ils pensaient à l'origine. Au départ, ça devait être juste un travail comme ça, un peu un gagne-pain intérimaire. Et ils se disaient qu'ils feraient autre chose une fois qu'ils auraient trouvé. Et puis après, c'est tellement prenant, ça les casse tellement physiquement et psychologiquement. Ils n'arrivent pas du coup à s'en défaire, à chercher autre chose. Et ils se retrouvent là, ils sont toujours là au bout de 10 ans, alors que pour eux, c'était un job d'été, quoi. Donc souffrance humaine à l'évidence, souffrance animale qui provoque, entre autres, cette souffrance humaine. Brigitte Gauthière, vous êtes cofondatrice de l'association L214. Vous l'avez fondée en 2008 avec votre compagnon Sébastien Arsac et d'autres. L214, c'est le numéro d'un article du Code rural que vous connaissez par cœur, que vous allez juste nous dire. Donc, tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Donc, votre association, en bonne logique, dénonce les souffrances des animaux d'élevage, car évidemment, on est loin de ce que Brigitte vient de nous dire. Depuis quelques années, vous êtes adulé des véganes notamment, mais pas que, et vous êtes honnis par l'industrie de la viande, parce que vous dénoncez dans des vidéos chocs filmées en caméra cachée dans des abattoirs les conditions dont nous venons de parler, indignes d'abattage de ces animaux. Ces vidéos sont maintenant très bien relayées par Internet. Le sujet lui-même des abattoirs est très bien relayé par les médias. Donc, voilà, vous êtes à la fois adoré et détesté. Quelle est la nécessité de ce catalogue de l'horreur, si j'ose dire, puisque ces vidéos sont sciemment extrêmement insoutenables ? C'est la réalité qui est insoutenable. D'abord, c'est pas les vidéos. Quand on réussit à obtenir des vidéos, c'est des fragments de ce qui se passe dans les élevages et dans les abattoirs. C'est très peu de temps par rapport... on tue 3 millions d'animaux par jour. Et nous, on a quelques dizaines, quelques centaines d'animaux qui sont filmés dans cette étape incontournable d'obtenir de la viande, c'est-à-dire le fait de les tuer. Et... Donc ce sont vraiment les images de ces choses-là qui sont choquantes. On n'a pas du tout la volonté de choquer. Par contre, on a la volonté de montrer, c'est-à-dire de donner les outils pour tout le monde, de savoir ce qui se passe dans ces boîtes noires, puisque, mis à part les images que nous on montre, il y a très peu d'images qui filtrent en dehors des abattoirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe dans ces endroits-là, même quand il y a eu des reportages après sur les France 3 régionaux qui disent nous on a pu rentrer filmer dans un abattoir, ils ont pu filmer les moments où les animaux étaient encore vivants et puis les moments où ils étaient carcasses, mais le moment de la mise à mort, il n'est jamais montré puisque c'est immontrable en fait, le fait que le couteau se plante, le sang qui coule, la vie qui s'échappe, l'animal qui panique, la résistance qui va opposer au fait d'être tué, tout ça, ça nous met forcément très mal à l'aise par rapport à ça. On n'est pas heureux avec ce fait-là. En fait, on voudrait tous manger de la viande, mais on n'est pas confortable avec le fait de faire maltraiter et tuer sans nécessité des animaux, puisqu'aujourd'hui, 21e siècle, on sait très bien qu'on n'a besoin d'aucun produit d'origine animale pour vivre en bonne santé. Donc là, on est vraiment sur de la gourmandise, finalement. Et cette gourmandise, elle est payée à un prix très cher par les animaux, en fait. Et on ne veut pas voir à quel point notre mauvaise conscience pourrait être réveillée si on regardait. Voilà, et puis on a les industriels de l'agroalimentaire, toutes les publicités qui cherchent à nous rassurer, à nous dire que les animaux qu'on mange, ça a été des animaux qui ont été heureux, qui ont été bien traités toute leur vie, et qu'on va tuer dans des bonnes conditions, on va leur donner une bonne mort, et... continuez de consommer, mais surtout ne vous posez pas de questions. En fait,
Ce qu'on a réussi à faire peut-être avec L214, c'est que quelque chose qui n'était pas questionné du tout, le fait de manger de la viande, donc de manger des animaux, aujourd'hui c'est une question. Et c'est ça le plus important. Et effectivement, non seulement il y a cette question de la légitimité de continuer de tuer les animaux, qui est une question importante, qui est une question philosophique, et puis il y a la quantité de produits d'origine animale qui est mangée et la quantité d'animaux qui sont tués pour obtenir cette viande et dans quelles conditions c'est fait et avec quelles externalités c'est fait aussi. Là on vient de parler de la souffrance des ouvriers d'abattoirs, mais on peut parler aussi de celle des éleveurs qui s'en sortent pas de toute façon à la fin du mois, même en ayant des élevages les plus grands possibles ou même en ayant des petits élevages. Le changement climatique, tout l'impact sur l'environnement, l'impact sur la santé publique, l'impact sur le partage des ressources, puisque en fait, élever des animaux, c'est aussi une forme de gaspillage pour la plupart des espèces qui sont élevées aujourd'hui. Et puis l'argent public qui passe massivement dedans avec des subventions françaises et européennes qui sont massives. Il y a eu un très bon article des Décodeurs dans Le Monde, justement, il y a quelques jours, qui montrait à quel point toute cette industrie de la viande, du lait, des œufs, et il manquait les poissons dans l'article, et toujours subventionnés. Les poissons sont souvent manqués, alors que là aussi, mais on a vu le film The Cove ici avec Rick O'Barry, on voit très bien aussi que les conditions d'abattage des poissons sont absolument terribles. Alors ces images, donc tout est fait pour qu'elles ne sortent pas des abattoirs, mais vous les montrez. Comment vous faites concrètement ? Comment on fait concrètement ? On a, je vais pas dire le détail, évidemment. On aimerait bien continuer de pouvoir montrer cette réalité, mais on a des personnes qui nous contactent, qui ont des accès aux abattoirs pour différentes raisons. Celui qui a accepté de témoigner à visage découvert, c'est Mauricio Garcia Pereira, qui était ouvrier depuis 6 ans, 7 ans à l'abattoir de Limoges, et qui trouvait insupportable le fait d'abattre des vaches qui attendaient des petits. Il y avait des fœtus qui étaient tout petits, mais il y avait aussi des veaux qui étaient prêts à naître. Et il a toujours été horrifié par cette chose-là depuis les débuts de son travail là-bas. Et du coup, a décidé de témoigner et donc a pris une partie du film qui a été révélée au mois de novembre l'année dernière. Donc voilà, ça c'est un des exemples. Là, on est dans une action de transparence avec cet homme dont vous parlez. Mais la plupart du temps, vos images en caméra cachée sont des images volées. Donc, je comprends que vous ne vouliez pas donner vos secrets professionnels. Mais évidemment, ça tend un petit peu la perche pour qu'on vous accuse de trafiquer les images, de ne montrer que ce que vous voulez, etc. Est-ce que, pour revenir à ce qu'évoquait Stéphane tout à l'heure, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux une transparence réelle avec des caméras autorisées et même nécessaires dans les abattoirs ? Alors évidemment, c'est des images volées puisque c'est le président de Monsieur Bigard, président de Bigard, Socopa, Charal, qui a bien dit que les consommateurs, il fallait absolument s'arranger pour qu'ils évitent de faire le lien entre l'animal et la viande que ça devient ensuite une fois qu'on l'a tué et découpé, quoi. Donc il y a vraiment un intérêt pour l'industrie agroalimentaire de maintenir cette zone complètement cachée, y compris les conditions d'élevage aussi. Il y a pas mal de conditions d'élevage qui sont complètement immontrables. Je pense notamment aux conditions d'élevage des cochons ou aux conditions des poules pondeuses élevés en cage de batterie, ou y a les lapins dans des cages, le broyage des poussins. Il y a vraiment les mutilations aussi. Quand il y a la castration, par exemple pour les cochons, pour éviter qu'ils développent l'odeur de Véra, la plupart des cochons sont castrés à vif quand ils sont tout petits. Et ça arrive aussi bien dans les grands élevages que dans les petits. Donc il y a tout un tas d'opérations qui sont complètement immontrables. Et oui, on est obligé d'utiliser de subterfuges pour pouvoir avoir ces images, pour pouvoir les montrer, pour avoir cette parole de vérité. Alors effectivement, l'industrie, elle essaye de se défendre en disant « Non, mais attendez, on va vérifier, c'est pas vrai, c'est machin ». Bon, chaque fois qu'on a été devant un tribunal, on a amené les preuves de lieu, les preuves de date, pour pouvoir prouver que les images qu'on avait prises ont bien été prises quand on l'a dit et au moment où on l'a dit. Donc à chaque fois ça a été... mais l'industrie s'en sert à chaque fois pour essayer d'instiller le doute,
Voilà. Mais nous, on n'a aucun intérêt à faire ça, sinon on perd notre légitimité et notre crédibilité. Donc on est vraiment obligé d'aller là-dessus. Et puis, nos images, on les transmet aussi à des journalistes, du coup, qui vérifient nos sources, qui nous posent plein de questions dessus. Et on doit se justifier déjà en premier lieu en face des journalistes qui checkent un petit peu tous les points qu'on a amenés. Et puis, il n'y a pas que le fait d'aller chercher les images, de faire un montage souvent de 5 minutes. Effectivement, c'est très court. Mais souvent, sur nos sites, il y a aussi la vidéo complémentaire qui, elle, dure beaucoup plus longtemps. Et puis, il y a la vidéo qu'on donne à la justice qui, elle, dure encore plus longtemps. Donc, il y a vraiment... c'est pas juste quelques images sensationnelles. C'est vraiment des pratiques routinières, en fait, qu'on cherche à démontrer. Bien sûr, quelquefois, il y a des cas de dérapage, mais des cas de dérapage, comme l'a bien expliqué Audrey, qui s'expliquent tout à fait par le fait qu'on demande à des gens de tuer des animaux qui refusent d'être tués, et que du coup ils se placent en posture de combat, et on est dans des scènes qui peuvent déraper. Il y a une maltraitance structurelle de toute façon, une violence structurelle, le fait de mettre à mort des individus qui n'ont pas envie de mourir et qui sont normalement en grande forme. On ne tue pas des animaux à la fin de leur vie, c'est pas une euthanasie où on va les soulager de leur souffrance. Et nous, on n'est pas en situation de survie. Vraiment, on met à mort des animaux qui sont pleins de vie et qui n'auraient pas voulu mourir. Et tout ceci concourt au fait que les animaux qui sont mis à mort, c'est quelque chose d'extrêmement violent pour les animaux, mais aussi pour les personnes qui les mettent à mort, en fait. Pour revenir aux images, évidemment, ça vous ferait perdre une partie de votre fonds de commerce, mais je pense que vous avez d'autres choses auxquelles vous pourriez vous consacrer. Vous seriez donc absolument d'accord, j'imagine, pour qu'on impose des caméras dans les abattoirs et même dans certains élevages ? Alors, c'est plus compliqué que ça. L'histoire des caméras, c'est surtout qui a accès aux images. Parce qu'aujourd'hui, dans la proposition de loi qui sort de cette commission d'enquête pour faire la lumière sur les pratiques d'abattage, les caméras sont destinées aux services vétérinaires et aux responsables de protection animale, qui est un des ouvriers d'abattoir qui a suivi une formation de 2 jours pour être responsable du bien-être animal. Or, si on y regarde dans les différentes images qu'on a montrées, par exemple les dernières qu'on a montrées à l'abattoir de Houdan, il y avait déjà ce système de vidéosurveillance. Et ça n'a absolument pas empêché l'ouvrier qui était chargé de faire monter les cochons vers le poste d'abattage de les taper jusqu'à les assommer parfois avec violence, parce que les cochons refusaient de s'engager, mais c'était logique qu'ils refusent de s'engager, c'était un angle droit, c'était un lieu sombre, tous les travaux d'éthologie montraient que de toute façon les cochons refuseraient de s'engager dans cet endroit-là, et pour autant les caméras étaient directement reliées à la direction de l'établissement. Donc pour nous, s'il y a des caméras, il y a un droit de regard des consommateurs par rapport à ce qui se passe pour les animaux, comment on a obtenu le morceau de viande qui finit dans notre assiette. C'est un des maillons de la chaîne. Pourquoi on n'aurait pas le droit de voir ça ? Il n'y a pas un secret de fabrication sur la façon dont on abat les animaux. C'est pas un secret de fabrication qui ferait qu'il y a un petit plus à la recette. Non, c'est une étape incontournable qu'on devrait tous voir, et y compris pour les élevages. Pourquoi on ne montre pas les conditions d'élevage des animaux, effectivement ? Audrey, est-ce que tu peux nous dire où on en est en ce qui concerne les caméras dans les abattoirs ? La commission d'enquête sur les abattoirs l'avait évoqué. Oui, et donc là, il y a eu la proposition de loi qui a suivi en fait la commission d'enquête, qui a été votée en première lecture par l'Assemblée nationale là en début d'année. Et là maintenant, cette mesure sur les caméras dans les abattoirs, elles devraient entrer en vigueur si c'était voté, donc ce serait en début 2018. Mais en fait, la proposition de loi, donc c'est que la première étape à l'Assemblée. Il faut maintenant qu'elle revienne au Sénat, et puis après il y a toute la navette parlementaire. Et donc on n'est pas sûr, il faut que ce soit inscrit à l'ordre du jour du Sénat. Donc Olivier Falorni, qui est le député qui portait cette proposition de loi, espère le faire, comme il a été réélu en plus, il espère le faire à la rentrée, mais pour l'instant il n'y a pas de garantie qu'on achève ce processus parlementaire. Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez du principe des caméras ? Moi, je pense que ça va juste... moi, je trouve que c'est pas la solution, quoi. Je veux dire, c'est mettre une pression sur le personnel qui, pour moi, est victime de ce qu'on lui impose de réaliser avec les cadences, avec... voilà. Donc, c'est montrer du doigt des personnes, en fait, qui sont les premières victimes de ce qu'on leur impose.
Après, je voudrais revenir sur une chose aussi, c'est vrai que à l'heure actuelle, c'est difficile de vivre de son travail, mais je pense qu'on n'est pas la seule profession où les gens ne vivent pas de leur travail, quoi. Donc il y a énormément de gens qui travaillent aujourd'hui et qui vivent dans leur voiture ou dans un camping à l'année. Donc il n'y a pas que la profession d'éleveur qui fait qu'on ne gagne pas bien sa vie. Et après, en ce qui concerne les gens doivent se réapproprier leur alimentation. C'est à eux de refaire des choix, de savoir ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas, et d'arrêter d'être attentistes. C'est au bout d'un moment, voilà, il faut, en plus de se poser les questions, il faut passer à l'action et de se dire, l'industrialisation de la viande, c'est plus possible. C'est lié à la maltraitance animale, c'est lié aussi à la maltraitance, une sorte de maltraitance au niveau des personnes qui sont obligées de tout ce qu'on vient de dire, quoi, en fait. Donc il faut que les gens se réapproprient leur alimentation, et quel que soit son type d'alimentation, que ce soit végétarien ou autre, on va voir le maraîcher du coin, on voit avec lui comment c'est possible d'avoir accès à ses produits, ou on va voir l'éleveur du coin et on voit comment il est possible d'avoir accès à ce qu'il propose. Donc voilà, quoi. C'est comme ça qu'on arrivera, je pense, à éliminer l'élevage industriel, mais aussi la culture intensive, que ce soit dans le maraîchage et tout ça, quoi. Je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, sauf que y a vraiment une différence entre le citoyen et le consommateur. En tant que citoyen, on a plein de bonnes intentions. On n'a absolument pas envie de faire maltraiter, tuer les animaux sans nécessité. On voudrait faire nos choix, se fournir dans des AMAP, etc. Et en tant que consommateur, on pousse notre caddie souvent dans un supermarché. Et du coup, c'est là où on va se tourner aussi vers des acteurs plus gros que simplement les consommateurs. Donc nous, les consommateurs, on leur donne des informations, mais on va se tourner aussi vers les supermarchés, vers les chaînes de restauration, etc. C'est ce qu'on est en train de faire par rapport aux poules pondeuses élevées en cage de batterie, de demander un engagement pour que les supermarchés et autres industries agroalimentaires n'utilisent plus d'œufs de poule élevés en cage de batterie, et du coup on va pouvoir décréter que l'élevage en cage de batterie s'est terminé incessamment sous peu, on l'espère, puisque c'est une des pires formes de l'élevage intensif pour les poules pondeuses. Et de l'autre côté, effectivement, s'adresser aux législateurs. Donc vous disiez tout à l'heure que les vidéos d'abattoirs, ça n'avait aucun effet. Enfin, c'était pas la bonne solution, quoi. En tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que justement, les ONG, comme vous-même, on a été reçus par une commission d'enquête parlementaire, que ça les fait réfléchir, que ça les fait se poser des questions sur ce qui se passe dans les abattoirs, et que c'était peut-être pas du luxe qui s'intéresse enfin à ce qui se passe dans ces lieux-là, alors que c'était une question qui était rarement arrivée à l'Assemblée nationale et au niveau des ministères. Effectivement, nous, on aimerait bien ne pas montrer des vidéos d'abattoirs. On a commencé d'ailleurs par distribuer des tracts. Voilà. Moi, j'ai commencé à militer pour qu'on reconnaisse la sensibilité des animaux et puis qu'on arrête de les considérer comme des ressources alimentaires au début des années 2000. Et on distribuait des tracts et les gens... on les tue, ils n'avaient aucune idée de la façon dont on les tue, même quand on décrit la façon dont sont tués les animaux, sans étourdissement, avec le pistolet à tige perforante, avec les décharges électriques, avec le gaz. Il y a quelques mots qui nous font frémir, mais on ne se rend absolument pas compte du calvaire que vivent les animaux. Enfin, si à Oudan et à Alès, des caméras ont été posées dans les fosses à CO2, c'était pour que les gens se rendent compte, quoi. Les inspecteurs vétérinaires qui étaient venus inspecter l'abattoir de Oudan considéraient que ça se passait bien parce qu'ils n'entendaient aucune vocalise. La caméra, elle a bien montré, et le micro posé sur la caméra ont bien montré que non seulement ils vocalisaient, mais ils se jetaient dans tous les sens. Pour eux, c'était une véritable souffrance pendant la descente et une partie du temps au fond de ce puits de dioxyde de carbone. Enfin, voilà, il y a un moment où on doit confronter les paroles qui nous sont données pour nous rassurer avec la réalité, ce qui se passe réellement pour les animaux. Et ça, c'est les images et leur efficacité qui le fait avancer. Il nous reste seulement quelques minutes avant l'atelier suivant pour vos questions, vos témoignages, si vous en avez, mais pas trop longtemps, malheureusement. J'ai envie de questionner l'industrie agroalimentaire, la captation de l'argent. Je vais vous passer le micro. Est-ce qu'il y a d'autres micros ? Je vais vous passer le mien.
Ce qui me choque le plus dans ce que vous racontez, c'est la captation de l'argent, le système qui est en place de l'industrie agroalimentaire, où le seul projet, c'est l'argent le plus vite possible, le profit, on le sait tous. Quels sont vos rapports avec ces gens-là? J'imagine que c'est des... Parce que moi, j'en ai fréquenté quelques-uns dans des salons à Paris, au 8e des fédérations des bovins. Je sais qu'il y a des sommes énormes qui sont colossales en jeu. Donc j'imagine qu'ils font tout pour noyer le poisson, comme vous dites, l'opacité est totale. Comment vous les ressentez, ces gens-là? Il y a un dialogue qui se passe ou c'est les lobbies contre les lobbies? Parce que le lobby est extrêmement puissant. Il y a des sommes tellement colossales en jeu, j'imagine que c'est presque un petit poisson dans l'eau, quoi. Vos actions sont, des fois, vous devez ramer comme des fous. Alors oui, on rame pas mal comme des fous. On n'a pas énormément de rapports avec les interprofessions, si ce n'est parfois par avocat interposé et devant la justice. Effectivement, il y a des sommes folles qui sont en jeu, mais ces sommes folles qui sont en jeu, on se demande dans la poche de qui elles vont. Voilà, il y a un certain nombre d'acteurs qui s'accaparent effectivement les richesses, et puis un certain nombre d'autres qui ne le touchent pas. Enfin, les ouvriers d'abattoirs, ils ne sont pas payés énormément, quoi. Quand on regarde les revenus des éleveurs aussi, de la plupart des éleveurs, ils ne sont pas mirobolants. Et pourtant, il y en a qui tirent leur épingle du jeu, effectivement. Donc... ouais. Mais il n'y a pas que le profit, parce que même quand on n'est pas dans une situation de profit, on a encore, voilà, depuis très longtemps, on consomme des animaux et on ne s'est jamais posé vraiment, enfin si, on s'est posé la question depuis la nuit des temps aussi, hein, Pythagore, entre deux triangles rectangles, il se posait la question de notre rapport aux animaux. Donc c'est une question qui nous travaille depuis très longtemps. On n'est pas très à l'aise avec le fait de tuer les animaux pour les manger au fond de nous. On sent bien qu'il y a quelque chose de pas très sympathique là-dedans, d'autant plus après la conférence qu'on a eue juste avant sur les différentes formes d'intelligence des autres animaux. Nous aussi on est des animaux, il y a des différentes formes d'intelligence, de conscience, d'univers mental, voilà, on rêve d'aller voir des extraterrestres sur d'autres planètes. Et d'être confronté à d'autres formes d'intelligence. On en a juste à côté de nous et juste on les a réduits à l'état de ressources pour nous, quoi. Et on est devant la 6e extinction des espèces qui s'accélère, et on tue 3 millions d'animaux par jour et puis plus de 50 millions d'animaux aquatiques. Voilà, on a vraiment des questions importantes à se poser là-dessus. Quel doit être notre rapport avec les animaux? Oui, bonjour. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur votre lutte contre la souffrance imposée aux animaux. Il se trouve que je suis de Lamballe. Donc j'ai fait l'interview, je suis correspondant de presse localement, d'une centaine d'agriculteurs dans 2 communes près de Lamballe. Je connais aussi des ouvriers. La Coperne n'est pas loin de la ville, entre parenthèses. Vous avez dit que c'était un peu loin. C'est au centre de la zone. Je voulais dire des grandes villes essentiellement. Voilà. Et ce que j'ai entendu, c'est que de tous les agriculteurs, c'est ras-le-bol de L214, quoi. Ras-le-bol. Parce que ce sont les gens qui sont mal payés, qui souffrent eux aussi d'un travail difficile et qui ne maltraitent pas, excusez-moi quand même de le dire, ne maltraitent pas du tout leurs animaux, et ils attendent que vous disiez enfin que eux ne se comportent pas de façon barbare avec les animaux qu'ils élèvent. Quand allez-vous faire ce genre de reportage? Alors, nous, on s'intéresse aux conditions d'élevage qui concernent le plus grand nombre d'animaux. Aujourd'hui, et majoritaire en France, l'élevage industriel, c'est-à-dire 95% des cochons qui sont gardés dans des élevages sur caillebotis sans accès à l'extérieur, 68% des poules pondeuses qui sont élevées en cage de batterie, 99% des lapins qui sont élevés dans des cages de batterie, etc., etc. Et notre sujet, nous, c'est de montrer les conditions majoritaires. Alors on pourrait effectivement montrer des éleveurs plus petits. Et d'autre part, notre propos, c'est pas de dire les éleveurs maltraitent les animaux quelque part. Il y en a quelques-uns qui effectivement ont lâché, ont abandonné. L'ouvrier qui tape sur les cochons pour les faire monter dans le truc, il est pris dans ce qu'on lui demande de faire. Nous, à chaque fois, ce qu'on soulève, c'est la maltraitance structurelle. C'est-à-dire c'est la structure elle-même qui crée de la maltraitance pour les animaux. Si, c'est vrai. Enfin, voilà. On vient sur le terrain.
Il y en a des, mais enfin voilà, c'est ceux qui font autrement. Alors nous, vraiment, on n'a pas de peau, parce qu'on tombe uniquement sur des cas, et pas seulement sur de la maltraitance intentionnelle, mais vraiment sur de la maltraitance structurelle. C'est-à-dire que quand on castre des porcelets à vif, on peut dire non, c'est pas de la maltraitance, c'est quelque chose qu'on fait, c'est légal. En fait, il y a vraiment une différence entre légalité, légitimité, ce qu'on se donne le droit de faire sur les animaux, quoi. Donc après, vous pouvez être complètement dans quelque chose de légal, et pour autant, pour les animaux, ils le vivent comme une maltraitance, comme une violence. Le fait de retirer un veau à sa mère, même dans les élevages les plus extensifs, pour le veau et pour la mère, c'est une souffrance. Donc après, vous pouvez dire, non, c'est pas de la maltraitance, c'est ce qu'on doit faire. Voilà, enfin, on peut jouer sur les mots, mais n'empêche que du point de vue des animaux, la vie n'est pas rose, quoi. C'est une longue discussion qui peut continuer, mais pas maintenant. Je suis désolée, mais l'heure nous rattrape. Ce débat est maintenant terminé. Merci à tous d'y avoir assisté. Au revoir.